Bravo le groupe. On va démarrer du coup par Alain Dinin. Alors Alain Dinin ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors il a accepté de nous faire une vidéo et après je vais accueillir Sébastien Lafont, meilleur agent, et on réagira sur la vidéo. On pourra parler de la suite. On commence par la vidéo d'Alain de quelques minutes. Alain Dinin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du West Web Festival. D'abord, toutes mes excuses parce que je ne peux pas être là le 13 et le 14 juillet, donc on est enregistré, mais j'aurais préféré être avec vous, peut-être l'année prochaine, si je suis réinvité. Hein? Vous êtes le PDG du groupe Nexity. Peut-être qu'en moins d'une minute, vous pourriez essayer de nous présenter aujourd'hui ce qu'est le groupe Nexity. 3 milliards de chiffre d'affaires, 7000 collaborateurs, 160 métiers. C'est la plateforme de services à l'immobilier en France, ou en tout cas ça ambitionne de l'être. Ça veut dire promoteur, ça veut dire marchand, agence immobilière, syndic, gestionnaire de copropriété, gestionnaire et producteur de résidences étudiants, gestionnaire et producteur de résidences services seniors, premier opérateur du bureau bois en France, un des tout premiers détenteurs de foncier sur l'ensemble du territoire, intervenant principalement sur les grandes zones urbaines et ayant fabriqué en 2016 un peu plus de 20 000 logements. Alors vous appelez régulièrement les politiques à prendre conscience des enjeux vraiment long terme en matière de logement. Quelles sont selon vous les grandes tendances sociétales qui vont sous-tendre le marché français dans les années à venir? Alors d'abord, et sans vouloir être pédant, il y avait un économiste appelé Alfred Sauvy qui disait toujours que le seul moteur qu'il fallait regarder dans un pays, c'était sa croissance démographique. Nous sommes dans un pays en croissance démographique forte. Si on regarde en 2030, c'est-à-dire après-demain, dans 13 ans d'aujourd'hui, nous serons 10 millions de personnes de plus, 4 millions de familles supplémentaires. Donc ces familles-là, il va falloir leur trouver de l'hébergement, leur permettre de se loger, mais aussi d'aller à l'école, de trouver les soins, de trouver le divertissement, enfin de permettre le vivre ensemble. Donc la problématique du logement posée uniquement sur le thème du logement ne me semble pas être la bonne approche. L'approche, elle est sociétale. Vieillissement de la population, division des ménages. Alors, c'est pas le cas dans la région dans laquelle vous êtes, mais c'est le cas, par exemple, en Île-de-France. Plus de 60% des ménages divorcent et donc on a besoin de 2 logements là où on en avait besoin d'un. Ça crée des tas de problèmes, y compris de cohabitation non voulue. Donc la population est en train de vieillir et en même temps elle a besoin de vivre dans les centres urbains. Donc toute cette dynamique-là, au fond, autour de la cohésion des territoires, et ça tombe bien parce que le président Macron, c'est ça qu'il a créé comme ministère, dépasse largement de la problématique du logement. Dans les 40-45 dernières années, on s'est uniquement contenté de répondre à des problématiques, logement social, logement libre, propriété pour les investisseurs, propriété pour les accédants. On s'est moins préoccupé du vivre ensemble et de la mixité sociétale ou de la mixité sociale. Et je pense que ce sont les sujets d'avenir demain. Ça nécessitera que des entreprises comme les nôtres transforment leur modèle, que d'ailleurs la plupart des opérateurs transforment leur modèle pour se poser la question de savoir comment on fabrique du vivre ensemble. Alors, au West Web Festival, on parle majoritairement d'économie et de numérique. Le numérique a commencé à toucher l'immobilier par la désintermédiation des acteurs. On pense à des startups comme MyNotary, ZenPark, Locatme. Nexity a acquis Century 21 et Guy Hockey il y a à peine plus de 10 ans, devenant ainsi le plus gros agent immobilier en France. Est-ce que c'est encore un pan de la chaîne de valeur qui a de l'avenir? J'espère que oui. Hein. On est très content de nos activités chez Century 21 et Guy Hockey. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'année dernière, en 2016, et ce sera le cas aussi en 2017, comparé à l'ensemble des réseaux, mais aussi comparé à la digitalisation du secteur, c'est quand même ce genre d'agence immobilière qui progresse le plus. C'est-à-dire que la croissance du nombre de ventes par agence est supérieure à la moyenne du marché. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une réelle valeur ajoutée. Alors si vous me parlez de l'agence immobilière d'il y a 10 ans, ou d'il y a 5 ans, ou même d'il y a 3 ans, effectivement, cette intermédiation qui consiste à juste avoir un mandat, faire visiter, puis dire vous achetez pas, puis prendre une com au milieu, ça n'a pas de sens. Et de la même façon, les métiers de promotion immobilière, juste avoir un terrain et construire des logements dessus sans se préoccuper de ce qu'on vient d'évoquer sur l'urbanité et le vivre ensemble n'ont pas beaucoup de sens. Donc tout l'enjeu de ces sociétés-là pour fabriquer le futur, c'est effectivement de savoir comment on va créer réellement une valeur ajoutée. Ce qui est très intéressant, c'est que plus je digitalise d'un côté, plus vous digitalisez, plus vous numérisez, plus vous avez d'accès par le mobile à une relation dématérialisée, plus vous avez besoin de vous rapprocher des gens. Donc je pense qu'effectivement, tous ces modèles, y compris les modèles immobiliers, mais sur l'ensemble de notre chaîne,
parce que vous parliez de Century 21 et Guillotier, mais on est aussi un des plus gros syndics de France, on gère 22 000 immeubles et 1 million de personnes. Il est évident que le métier de syndic, il va se transformer considérablement. Donc il y a des outils qui arrivent ou par notre propre digitalisation, la numérisation, ou par l'assistance qu'on a avec des startups. Vous en avez cité par exemple une tout à l'heure dans laquelle on a une participation directe qui est ZenPark, qui est du parking partagé, où on a ces sujets-là, et en plus, on doit trouver la valeur ajoutée de conseils et de services. J'ai l'intime conviction que, au fond, on ne va pas arriver à être dans un système où tout serait numérisé, où tout serait désincarné. C'est la relation à l'autre qui va faire la différence. On parle de plus en plus de bâtiments connectés, de smart city, mais on n'en voit pas forcément les effets. Est-ce qu'on est encore loin de tous ces concepts-là? Tout est très lent parce que les métiers de la fabrication de la ville sont lents. Quand tout va très très bien, entre le moment où on trouve un terrain et le moment où on dépose un permis de construire, il se passe déjà une petite année, et que si tout va encore très bien, il va encore se passer 2 ou 3 ans avant de livrer quelque chose. Donc aujourd'hui, ce que vous allez voir livrer dans les 3 prochaines années en France sont des produits qui ont déjà 5-6 ans de conception. Les outils n'étaient pas là. Rappelez-vous qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de smartphone. La 4G, c'était il y a 4 ou 5 ans. La 5G, c'est pour demain. Donc toutes ces transformations sont effectivement peu visibles, mais sur le fond, l'ensemble des acteurs travaillent à ces modèles-là. Mais beaucoup plus liés aux évolutions sociologiques que j'évoquais tout à l'heure, que juste à la technique. La technique est un outil pour fabriquer, ou pour permettre que ça aille plus vite, ou pour que ça soit plus facile. Demain matin, chez Nexity, notre code s'appelle Eugénie. Alors Eugénie, c'est un concierge virtuel. Il ne va pas seulement vous baisser vos rideaux, vous réguler votre chauffage, etc. Il va aussi s'occuper de trouver la babysitter, puis de faire que dans une copropriété ou dans un ensemble immobilier ou même dans un quartier, les gens soient capables de se reconnaître et de se parler. Mais on va avoir beaucoup d'expérimentation et beaucoup d'arrêts. Un exemple, Nexity est très avancé sur plein de sujets autour des startups. Mais aussi, nous investissons sur ces sujets-là un peu plus de 10% de notre résultat d'exploitation. En chiffres, c'est l'année dernière 25 millions et cette année pas loin de 30 millions d'investis dans la transformation de tout, la connexion, mais aussi de vivre ensemble, quel type de produit pour la monoparentalité ou pour le vieillissement de la population, en même temps de quel type de service et quels objets connectés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les 30 millions que nous allons investir en 2017, la décision que nous avons prise chez Nexity, c'est de savoir que pratiquement 70% de ces 30 millions n'auront pas de succès, n'auront pas de résultats positifs. Il y a des sujets, par exemple, on vient d'arrêter un site de colocation en ligne. Ça marchait bien, on n'a jamais été capable de prendre 1 euro pour l'intermédiation que nous faisions. Donc cette valeur ajoutée, on n'arrivait pas à le faire reconnaître à un client. Donc ça, une société comme les nôtres, on arrête ce sujet-là. Et pas de gêne, c'est de l'argent qu'on pourrait dire être gaspillé, mais ça nous a permis de penser à un sujet pour demain. Et c'est au fond, c'est cette expérimentation-là que vous ne voyez pas et qui est réellement en marche. Je pense que dans les 4-5 prochaines années, vous vous direz, ah oui, tiens, la Smart City, ça existe, les sujets autour de la data, ça existe, et puis on a un vrai service. Vous êtes le principal promoteur immobilier en France. Que pensez-vous de l'impression 3D pour le bâtiment? Est-ce que c'est pas encore là un fantasme du monde des startups? Il y a quelques années en Chine, on a vu sortir 2 maisons, on a tous un peu ricané. Là, il y a 3 ans, c'était un immeuble. Demain matin, voilà. Alors, se poseront d'autres problèmes. De toute façon, après, on n'a pas traité tout le problème du second œuvre et tout le problème de tout ce qui va traiter autour de la main-d'œuvre. C'est surtout, vous m'excuserez, mais je rapporte toujours ça, des problèmes de changement de société. À partir du moment où on va être en fabrication 3D, on va toucher l'ensemble de la population ouvrière et donc quel type de métier, quel type d'emploi et comment on va fonctionner. Après, je ne doute pas aujourd'hui que la technologie et les robots avançant plus vite que nous, eh bien, à un moment donné, on pourra gagner du temps. Alors, est-ce qu'on gagnera de l'argent forcément? Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'impression 3D fait gagner du temps, mais elle coûte très très cher. Est-ce qu'on gagnera en qualité? Probablement, mais en passant de ça, pour quel modèle de société et pour quel type encore une fois, de vivre ensemble? Vous avez parlé beaucoup de votre relation avec les startups, vous investissez en direct, vous investissez dans des fonds. Au quotidien, quel est le rapport entre le groupe et les startups? Comment avez-vous organisé la relation entre les deux? Alors, ce que je crois fondamentalement, c'est que les grandes organisations ont vocation à détruire tout ce qui est nouveau. Parce que quand je suis une grande organisation, Nexity, 7000 personnes et 3 milliards de chiffre d'affaires et 160 métiers, c'est une organisation où chacun des métiers est totalement
convaincu qu'il fait bien son travail. Donc dès qu'on lui amène une start-up, il a plutôt une petite tendance à la mettre dans ses structures, de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, de casser un peu la créativité. Donc le principe que l'on a retenu, c'est que toutes les startups sont en périphérie, elles sont autonomes. Même quand on en détient une majorité, ou quand on est même assez influent au capital, comme par exemple une société qui s'appelle Bienici, qui est une start-up qui a vocation à concurrencer Se Loger, pour pas le cacher, eh bien on a 30% du capital, on les laisse vraiment en périphérie, on laisse les gens développer leur propre modèle, et quand le modèle commence à avoir du sens, on essaie de voir, un peu comme l'objet connecté, comment on peut plugger quelque chose entre ce sujet-là et l'autre, avec beaucoup d'humilité, parce que effectivement, il faut avoir l'esprit assez large. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la matrice de décision, elle est autour du client. Et que le client a des besoins qui ne sont pas seulement de se loger, seulement d'être administré, seulement de trouver une solution à court terme de tel ou tel sujet immobilier. Et donc cette matrice-là vient transformer, par le fait qu'il y a eu des apports des startups dans le dispositif, vient transformer le modèle d'organisation de l'entreprise. Et c'est la principale transformation. Vous évoquiez tout à l'heure qu'on était sur une transformation digitale. En fait, non. On est sur une transformation de la pensée de notre métier. Et le digital est un de ces supports, est un des outils qui nous permettent de faire cette transformation parce que les modèles ouverts et les modèles de plateformes de communication, de travail ouvert sur le monde extérieur et de croisement de toutes les informations entre eux nous amènent à avoir les outils qui nous permettent de penser clients différemment. Vous avez dit dans une récente interview au Monde à propos des hommes politiques que vous étiez aperçu qu'il y avait d'autres formes d'intelligence et que ces personnalités n'étaient pas toutes guidées par le souci du bien commun. Alors comment concilie-t-on le bien commun et la direction de la plus grande entreprise immobilière française ? Le fait est, c'est que pour un certain nombre de ces hommes politiques, mais aussi pour les chefs d'entreprise, et puis pour les uns et les autres dans la salle, ou vous-même qui m'interviewez, vous pouvez avoir toujours un mélange entre ce qui est votre intérêt personnel et l'intérêt collectif. Ce à quoi je crois, et donc je ne vais pas vous faire croire que Nexity n'a pas un intérêt personnel à développer Nexity. Et que moi, je n'ai pas un intérêt personnel à développer Nexity, je suis aussi actionnaire de Nexity. Mais je crois fondamentalement que si, dans le futur, une société n'a pas une utilité dans la société dans laquelle elle vit, une utilité de type sociétal, elle n'a pas vocation à durer. Et donc, si je pense que je dois faire durer mon entreprise, il faut que je sois utile à l'extérieur de mon entreprise, alors que je ne sois pas utile seulement à mes clients, mais que je sois utile à la société dans son ensemble. C'est-à-dire que je sois capable de penser intérêt collectif et mon intérêt venant en deuxième rang, forcément, on est tous doubles, mais la vraie pensée sur un sujet de ce thème, qui dépasserait largement le temps que nous avons pour une interview, c'est de se dire qu'au fond, si je veux être durable, il faut que je sois durable dans la société dans laquelle je vis. Très bien, merci beaucoup Alain Dinin. Merci à vous. On peut l'applaudir. L'année prochaine, on va réitérer l'invitation et on va essayer de le faire venir de visu. Alors, pour réagir sur cette vidéo et puis pour continuer le débat, je voudrais accueillir Sébastien Lafont. Alors, Sébastien, il était banquier d'affaires aux USA, puis en Europe. Il a accompagné les entrepreneurs dans des introductions au Nasdaq et pas mal de M&A. Il a monté un fonds d'investissement à Londres dans la tech avec 180 millions d'euros d'investissement sous gestion, notamment avec des ventes, des sorties à Oracle et à Microsoft. Et il est revenu en France, donc comme quoi c'est possible. La France peut attirer des talents qui reviennent s'installer. Et donc il a monté Meilleur Agent, une aventure qui a eu des hauts et des bas, il va en parler, en 2008. Sébastien Delafont. Merci. Merci pour le groupe.